Bonjour, c'est Nadia et bienvenue sur la chaîne Les Petits Philos. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez découvrir Chiara Pastorini. Chiara Pastorini va nous montrer que nous pouvons faire penser les enfants à partir d'œuvres artistiques qu'ils auront créées eux-mêmes. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne. Vous savez que Les Petits Philos est une chaîne très jeune et j'ai besoin de votre soutien pour qu'elle se développe. Comment est-ce que vous pouvez faire pour soutenir cette chaîne? C'est très simple. Quelques gestes comme vous abonner, cliquez sur la cloche, laissez un commentaire et partagez les vidéos sur vos réseaux sociaux. Plus la vidéo est partagée, aimée et commentée, plus elle va être proposée à de nouvelles personnes. En tout cas, je vous remercie sincèrement de tout le soutien que vous m'apportez. Vous trouverez également sur mon site internet un guide à télécharger gratuit où je vous explique comment favoriser le développement de cet esprit critique. Dans ce guide, vous allez trouver comment votre posture d'adulte va être primordiale et la façon de la modifier pour permettre aux enfants de développer leur propre esprit critique. Chiara Pastorini est une femme et une maman. Et c'est parce qu'elle est maman et qu'elle a des enfants qu'elle a mis un pied à l'étrier en philosophie pour enfants. Elle s'est lancée de façon autodidacte. Sa légitimité, elle l'a créée elle-même. C'est à force d'expérience que Chiara a peaufiné sa technique d'animation, la méthode holistique qui allie le corps et la pensée. Vous verrez donc comment, de façon autodidacte, Chiara a avancé dans sa pratique et tout ce qu'elle apporte dans le monde de la philosophie pour enfants, notamment beaucoup de littérature pour les enfants pour faire philosopher à la maison. Je vous laisse donc découvrir cette vidéo en espérant qu'elle vous plaira. Alors bonjour Chiara, Bonjour Nadia, et je merci te pour ta remercie. présentation. C'est moi qui te remercie d'avoir répondu présente parce que je sais que tu es partout en ce moment, tu fais beaucoup de choses. Tu nous en parleras d'ailleurs un petit peu plus tard. Je voulais qu'on voit avec toi justement ton travail parce que je le trouve très intéressant et différent de ce qu'on peut voir dans la philosophie pour enfants de façon plus classique. Donc, j'aimerais bien d'abord que tu commences par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et ensuite de nous parler de ton approche plus en détail. D'accord. Alors, moi, je suis animatrice et formatrice en philosophie pour enfants. Donc, j'ai un parcours en philosophie assez classique et dès que j'ai découvert la philo pour les enfants, je me suis consacrée entièrement à cette activité. Donc, c'est mon travail, mais c'est aussi ma passion. Moi, j'ai commencé dans les classes de maternelle de mes enfants, hein. J'ai commencé en 2014 et ensuite, j'ai commencé toute seule, mais ensuite, j'ai eu envie de travailler en équipe, hein. Et donc, c'est pour ça que j'ai fondé le projet des Petites Lumières, toujours en 2014, qui est un projet qui, depuis le début, a déjà initié à la philosophie plus de 15 000 enfants et adolescents. Donc, voilà, moi, j'ai vraiment commencé sur le terrain. L'activité de formation est venue après. Et puis maintenant, j'écris aussi des livres, des albums en particulier, de philosophie pour enfants. Voilà, depuis le début, a déjà initié à la philosophie plus de 15 000 enfants et adolescents. Donc voilà, moi j'ai vraiment commencé sur le terrain. L'activité de formation est venue après. Et puis maintenant, j'écris aussi des livres, des albums en particulier, de philosophie pour enfants, voilà, depuis quelques années. Donc, j'ai aussi une casquette comme autrice. Comment tu as... C'est quoi ta première formation? Comme moi, j'ai commencé en 2014, hein, la philosophie pour enfants n'était pas très développée, en particulier en France, même si, bien évidemment, hein, elle était arrivée vers la fin des années 90 avec des figures pionnières, comme par exemple Michel Tozzi, Jean Charpentier, etc. Mais on n'était pas beaucoup, hein, quand moi j'ai commencé. Du coup, moi, je me suis appuyée sur mon bagage philosophique, donc mon bagage entre guillemets plus académique, plus scolaire, parce que moi j'avais une thèse sur Wittgenstein, donc on m'a jamais appris à faire de la philosophie pour enfants.
Et donc, je me suis un petit peu entraînée avec mes propres enfants et puis dans les classes des maternelles de mes enfants. J'ai assisté à des ateliers d'autres praticiens, mais je n'ai pas vraiment participé à une formation proprement dite, hein. Il n'y en avait pas beaucoup, peut-être. En tout cas, moi, je ne les connaissais pas. Moi, au département de philosophie, je n'avais jamais entendu parler de philosophie pour enfants. Donc, je l'ai découvert ensuite avec mes propres enfants, j'ai eu envie de faire quelque chose de philosophique. Et quand je me suis renseignée, j'ai vu que ce n'était pas une idée originale parce que la philosophie pour enfants, comme vous le savez, existe depuis les années, fin des années 60, début des années 70, aux États-Unis, bien sûr, avec Matthew Lipman et Anne-Margaret Sharp. Donc, dès que j'ai découvert ça, j'ai un petit peu laissé tomber tout ce que j'étais en train de faire, notamment à l'université. Je me suis consacrée entièrement à cette activité. 3 ans après que j'avais commencé à faire des ateliers philo-artistiques avec les enfants, j'ai vu qu'en Belgique, et notamment une association qui s'appelle Philocité, avait aussi cette approche qui combine la philo et l'art. Et donc, avec eux, j'ai fait une formation de quelques jours en 2017. Là, j'ai repris le travail aussi en université et j'enseigne. J'ai la chance d'enseigner à Paris 9 Dauphine et d'appliquer même avec des jeunes de 20 ans, hein, parce qu'ils sont en L2, le même modèle de la recherche, de la communauté de recherche philosophique qu'on applique avec les enfants. Et donc, de voir que même à l'université, quand on demande aux jeunes de dire ce qu'ils pensent sur un sujet, eh ben, il y a encore des difficultés, hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils sont habitués, bien sûr, à apprendre beaucoup de choses, à avoir beaucoup d'informations, mais dès qu'on leur demande d'exercer l'esprit critique, ce n'est pas toujours évident, même à 20 ans. C'est pour ça qu'il faut commencer beaucoup plus tôt à travailler sur ses habilités de pensée, ses compétences de raisonnement. Alors donc, tu as utilisé en fait ton bagage philo et ton expérience terrain, donc les enfants t'ont aussi aidé. Donc en fait, une personne aussi autodidacte, donc pour montrer que c'est possible d'apprendre véritablement sur le terrain. Puis je pense que voilà, ton bagage philo t'a beaucoup aidé pour le développement de compétences de pensée. Est-ce que justement, c'est cette pratique sur le terrain qui t'a permis de mettre en place ta démarche, qui est la démarche holistique? Est-ce que c'est là, en fait, que tu t'es dit, il y a quelque chose de différent de la philosophie classique? Alors, donc, dans mon bagage, disons, il y avait bien sûr mon parcours universitaire, il y avait aussi beaucoup de lectures de Lippmann notamment, hein, donc la méthode holistique est très influencée, bien sûr, par Lippmann. Il y avait aussi l'observation d'ateliers, hein, d'autres praticiens qui avaient plus d'expérience que moi. La spécificité de la méthode holistique, donc le fait de combiner des pratiques corporelles et notamment artistiques avec une pratique philosophique, pour moi, c'était une évidence depuis le début. Donc ça, effectivement, je ne l'ai pas trouvé dans les livres, hein, je ne l'ai pas trouvé dans l'observation d'autres praticiens, je l'ai trouvé avec mes enfants, en fait. Donc pour moi, c'était une évidence qu'il fallait passer par le corps et donc par le geste créatif du corps notamment, pour soulever un questionnement et pour faire émerger aussi une pensée philosophique. Alors, j'ai dit pratique corporelle, pas forcément toujours artistique, parce que pour moi, même un atelier philo-yoga, par exemple, rentre tout à fait dans une vision holistique. Ça veut dire quoi? Holistique. Alors, et pourquoi j'ai choisi ce terme? D'abord, disons que d'un point de vue étymologique, hein, holistique, c'est un néologisme qui vient du grec ancien holos, qui signifie entier. Donc, cette pratique permet de prendre en compte l'enfant, mais aussi évidemment l'adolescent ou l'adulte, parce qu'on peut s'adresser à un groupe de n'importe quel âge, dans sa globalité, hein, pas seulement dans sa partie plus rationnelle, plus intellectuelle, comme on a l'habitude de faire dans les méthodes plus classiques, mais aussi prendre en compte cette partie corporelle, perceptive, sensorielle. Et donc, l'utiliser évidemment pour faire émerger des questions, pour travailler des habilités de pensée et bien sûr pour donner des réponses. D'ailleurs, hein, les études les plus récentes en sciences cognitives, en neurosciences,
confirme cette importance et ce rôle de la composante sensorimotrice, de la composante perceptive dans les processus de constitution de concepts et d'accès aux concepts. Donc, disons que le corps a un rôle fondamental dans nos processus de pensée et de raisonnement. Et pour moi, on ne peut plus faire comme si on ne le savait pas. Et donc, pour moi, il faut vraiment le prendre en compte pour que l'enfant soit pris en compte dans sa globalité. Donc, quand je parle de pratique artistique, je fais référence à l'art au sens large. Donc, on peut utiliser le dessin, on peut utiliser la sculpture, la musique, mais aussi l'expression corporelle, la musique, le théâtre. Ça dépend un petit peu, bien sûr, des compétences des intervenants et des souhaits aussi des enfants. Hein. Il ne s'agit pas d'être, entre guillemets, un artiste au sens de bien dessiner ou de faire une belle réalisation forcément, mais d'utiliser l'art comme moyen d'exploration philosophique, comme moyen de recherche philosophique. Est-ce que ça va justement avec le côté Montessori qui t'a influencé dans cette approche, le fait justement que l'enfant il soit acteur de son apprentissage dans cette méthode Montessori, et puis là que tu utilises la création des enfants aussi dans leur réflexion. Est-ce que c'est là que tu fais le parallèle ou pas? Alors, disons que dans cette méthode, il y a bien sûr l'influence de Lippmann, qui a déjà parlé de holistique pour définir la pensée créative, hein, et donc cette pensée qui a un rôle fondamental dans notre méthode. Il y a l'influence de Dewey, donc John Dewey, un pragmatiste américain que Lippmann avait lu. Donc déjà, en soi, les origines de la philosophie, la source de la philosophie pour enfants était vraiment imprégnée du pragmatisme américain. Donc, on le reçoit parfois sans savoir quelle est son origine. Et puis, bien sûr, il y a l'influence de Maria Montessori, hein, cette pédagogue italienne qui, avec Dewey, est considérée comme la pionnière de ce qu'on appelle l'activisme pédagogique. Ça veut dire quoi? C'est une démarche où les enfants ne sont pas spectateurs, mais acteurs. Hein. Ce n'est pas des vases qu'on remplit avec beaucoup d'informations, mais c'est des sources qu'on essaye de faire jaillir. Donc, on s'appuie justement sur la curiosité naturelle des enfants, sur leurs compétences pour construire quelque chose avec, bien sûr, nous, on reste un guide, hein, mais on est là, disons, pour faciliter l'émergence de la pensée philosophique. Et les enfants, bien sûr, sont acteurs de cette pratique. L'expérience, le mouvement, la perception jouent un rôle fondamental dans cette méthode et dans l'émergence de la pensée et dans l'apprentissage en général. Hein. C'est ça le cœur de la pédagogie Montessori, bien sûr, qu'on retrouve aussi dans la méthode holistique. Ok. Je vois qu'il y a beaucoup d'avantages dans ta méthode, notamment dans la prise en compte de la personne dans sa globalité. Le rôle de la perception du mouvement et de ses expériences. Puis tu parles aussi beaucoup de canaliser les émotions de l'enfant. Donc, les émotions, est-ce que tu considères que c'est un obstacle pour avoir envie de les canaliser ou dans quel sens tu parles de canalisation des émotions? Oui, alors disons qu'en général, la dimension émotionnelle est très importante dans ce type de pratique avec les enfants. Ce n'est pas seulement une spécificité de la méthode des petites lumières, donc de la méthode holistique, mais de toutes les méthodes. Déjà, pour Lippmann, c'était très important ce côté émotionnel. On ne peut pas s'intéresser à un thème comme la vérité, la liberté, la justice, si on n'est pas mu par un sentiment, une émotion hein, qui représente un petit peu le moteur hein, de notre intérêt. Donc, il faut déjà prendre en compte cette dimension émotionnelle qui souvent dans la tradition philosophique a été quand même un petit peu négligée. Et puis c'est vrai que aussi cette méthode holistique qui fait appel au corps, au mouvement du corps, au geste créatif du corps,
permet, dans certains cas, par exemple avec des enfants un peu plus, voilà, peut-être agités ou voilà, qui n'arrivent pas forcément à canaliser leur énergie et leurs émotions, à les canaliser. Hein. Ça leur permet, à travers une pratique, de canaliser leurs émotions, leurs énergies. Et puis, à partir de là, de façon plus concrète, je dirais, de commencer un travail de description hein, de ce que ces enfants ont fait, et puis de travail sur les habilités de compétences, de raisonnement. Donc, en reprenant bien sûr hein, tout ce que Lippmann nous a transmis, la définition de concepts, la distinction entre deux notions différentes, le travail sur l'argumentation, donc sur le fait de fournir des arguments, hein, par exemple des exemples, pour justifier sa position. Ou encore le fait de catégoriser, etc. Hein, donc, c'est plus facile de partir de quelque chose de visible, de concret, pour travailler aussi ses habilités de pensée. D'un autre côté, cette pratique holistique hein, permet aussi de s'exprimer autrement. Hein. On s'exprime bien sûr par la parole, mais aussi autrement, justement par le corps. Et cela permet aux enfants les plus timides aussi, qui n'osent pas forcément prendre la parole devant les autres, de s'exprimer autrement. Et aussi, toujours, c'est plus facile après de partir de quelque chose de visible, de concret, pour prendre aussi la parole et apprendre à structurer son raisonnement aussi à l'oral. Donc, ça les met en valeur aussi, les enfants, notamment les plus timides ou ceux qui auraient un niveau de langage, par exemple pour les maternelles où il y a des disparités. Ça peut peut-être justement leur permettre de se sentir participer et de s'exprimer et de pallier un peu à ces différences. Bien sûr, le fait participer, de produire quelque chose aussi avec le corps, permet de valoriser les enfants. À la fin, par exemple, on peut décider de mettre en place une petite pièce de théâtre ou bien faire une petite expo temporaire avec les dessins ou les sculptures, composer une chanson. Donc, les enfants, en fait, se sentent valorisés aussi dans ce travail artistique. Et on peut bien sûr organiser après des rencontres avec les parents ou un public un peu plus large. C'est ce qu'on fait d'habitude hein, quand on travaille sur le long terme avec des groupes d'enfants. Ça fait énormément sens ce que tu dis. J'adhère totalement. Alors, quelqu'un qui voudrait se lancer justement dans ta démarche, à quelles difficultés il pourrait se heurter à ses débuts? Je pense que les difficultés auxquelles cette personne pourrait se heurter, c'est les difficultés qui sont présentes aussi dans d'autres méthodes. C'est-à-dire qu'un atelier philo, on ne peut pas l'improviser. Hein. Et ce n'est pas vraiment une question de bagage philosophique universitaire, hein, c'est vraiment une question de posture. Hein. Moi, je forme toutes les semaines à cette pratique et moi, j'invite toujours les participants à se lancer assez rapidement. Hein. Donc, bien sûr, il faut commencer quelque part. Je les invite à se lancer assez rapidement parce que l'expérience nous aide aussi à nous améliorer. Oui. Mais je dis toujours, au début, l'important, c'est de ne pas faire trop de bêtises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand même, il faut garder en tête les fondamentaux. Et les fondamentaux, pour moi, c'est une posture neutre. Donc, n'est jamais donner son avis, même si parfois les enfants nous le demandent, n'est pas juger moralement hein, les propos des enfants. C'est une posture bienveillante, donc être toujours à l'écoute de la parole des enfants, avoir toujours une posture d'ouverture, une posture empathique. Après, il ne faut pas être... Alors, autre élément fondamental... être sécurisant pour les enfants, donc constituer quand même un point de repère. Les enfants doivent pouvoir se sentir en sécurité. Et quatrième point, ne pas faire un cours de philo, c'est-à-dire, bien sûr qu'on peut donner des références classiques, on peut faire des références aux philosophes de la tradition philosophique, mais toujours dans le but de valoriser la parole des enfants.
ou bien dans le but de remettre en question cette parole du philosophe. Donc, il ne faut pas faire un cours de philosophie, c'est-à-dire donner une transmission verticale de savoir. Très important, c'est garder une certaine horizontalité entre l'adulte et les enfants, tout en gardant bien sûr à l'esprit que l'adulte est toujours le garant du cadre. Hein. Mais voilà, la parole du philosophe, on peut la remettre en question, par exemple, avec une citation au début, mais moi je conseille de ne jamais clore un atelier avec une citation. Et puis, on peut faire de façon assez naturelle, par exemple, avec des marionnettes philosophes, des références aux philosophes classiques pour valoriser la parole des enfants. Dans une discussion, par exemple, homme-animal, et s'il y aurait un enfant qui dit bah, « moi, je ne pense pas que les animaux soient inférieurs à l'homme ». Eh bien, tiens, il y avait un philosophe qui s'appelait Michel de Montaigne et qui pensait exactement comme toi. Et là, on peut effectivement contextualiser un petit peu la figure de Montaigne et pourquoi pas lire même des petits extraits, des essais sur les hirondelles, les araignées, le cochon, qui sont voilà, assez ludiques et qui peuvent tout à fait intéresser les enfants. Mais encore une fois, la référence philosophique est là pour valoriser la parole de l'enfant et pas pour faire censure, pas pour dire ça, c'est la bonne réponse. Alors justement, quand tu parles de cette bonne réponse et puis de tous les fondamentaux que tu viens d'évoquer, il y a une question qui m'est venue en tête, c'est comment en tant qu'animateur, tu peux garantir le fait que tu ne vas pas privilégier certaines idées des enfants parce qu'elles te correspondent plus en tant qu'animateur et que tu vas justement aller questionner les idées peut-être que tu comprends moins ou que tu aurais tendance à vouloir éluder. Alors, oui, je comprends la question. Alors, moi, je pense que dans ce type de pratique, il faut toujours avoir des objectifs formels et pas de contenu. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de travailler les habiletés de pensée, les compétences de raisonnement. Donc, c'est qu'on a dit tout à l'heure, la définition de notions, la distinction entre des notions opposées ou bien l'émergence des rassemblances entre différentes notions, le fait de donner des exemples, des contre-exemples. La réformulation aussi est une habilité de pensée. Donc, quand on ne comprend pas, parce que même en tant qu'animateur, parfois, soit on n'entend pas parce que les enfants parlent doucement ou bien maintenant avec le masque, c'est difficile, soit on ne fait pas forcément le lien entre ce que l'enfant dit et la question posée. Donc, c'est très bien de réformuler pour s'assurer qu'on a bien compris le propos de l'enfant et aussi que les autres puissent comprendre. Mais parfois, justement, on a l'impression que le propos est certains propos sont à côté, c'est qu'on dit à côté de la plaque. Alors, moi, j'adore tout ce qui est considéré à côté de la plaque parce qu'en général, c'est ce qui nous permet de voir les choses autrement. Et pour moi, la philosophie, c'est vraiment ça, c'est voir les choses autrement. Donc, simplement, il faut demander à l'enfant s'il peut nous expliquer le lien entre ce qui vient d'être dit et la question posée. Et parfois, on se rend compte que nous, en tant qu'adultes, on n'a pas compris ce lien que l'enfant a fait et que nous, on n'a pas vu. Donc, ça permet, par exemple, de problématiser différemment la question ou bien de dissoudre une confusion conceptuelle. C'est-à-dire, c'est toujours utile. Ça permet de travailler sur la nuance. Donc, voilà, je dirais que l'animateur, bien sûr, oriente la discussion, parce que être neutre et ne pas orienter, pour moi, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut garder sa neutralité, il ne faut pas exprimer ses compétences sur la question posée, mais bien sûr, on oriente la discussion. On oriente déjà avec les supports inducteurs qu'on propose, on oriente simplement avec le fait qu'on est dans une salle de classe ou dans une salle polyvalente, on oriente avec les différents supports aussi, les objets qu'on peut utiliser, avec le fait qu'on donne la parole d'abord à un enfant et puis à un autre, donc l'ordre de la discussion est modifié et donc la dynamique de la discussion est modifiée. Donc, bien sûr, on oriente, mais il faut toujours orienter vers une pluralité de réponses possibles. Il ne faut pas orienter vers une seule bonne réponse qui serait celle que nous, on a dans notre tête. Donc voilà, il faut se poser des objectifs de travail sur les compétences et les habiletés de pensée et pas d'arriver
à celle qui pour nous est la bonne réponse à la question de départ. Oui, donc en fait, il faudrait qu'on guide la structure, mais pas le contenu, en fait. C'est qu'on se met garant du Oui. bon fonctionnement de la structure de l'atelier philo, et puis aussi de mettre en suspens notre jugement. Et le moment où on entend une idée d'un enfant qui ne va pas de soi, peut-être se dit, en fait, c'est peut-être là qu'il faut aller creuser, parce que ça va permettre, comme tu disais, une problématisation. Donc, ce serait peut-être en fait le signal de quelque chose qui serait intéressant à développer, puis de se dire, ouais, j'ai peut-être pas fait le lien entre ma question et ce que dit l'enfant et d'aller creuser là-dedans. Bien sûr. Alors, ton travail, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'il ne se limite pas à l'école ou à un atelier de philo, c'est que tu l'amènes à la maison. Tu le fais rentrer dans la maison et tu accompagnes les parents et les enfants à découvrir la philosophie. D'ailleurs, tu as écrit plusieurs ouvrages dans ce sens. Les sages sont de vrais rebelles. Donc, c'est une histoire de la philo en bande dessinée. La philosophie racontée, tu me dis si jamais je me trompe. Les vrais sages sont des rebelles, oui. Voilà, la philosophie racontée aux enfants. Donc là, c'est un CD pour accompagner les enfants dans leur réflexion et leur questionnement sur le monde. Oui. Tu as aussi Alice et Simon se posent plein de questions. Donc là, j'aime beaucoup le principe, un frère et une sœur qui dialoguent et qui dialoguent en n'étant pas d'accord autour de sujets philo. Oui, là, c'est des histoires philosophiques en BD. Hein. Tandis que Les vrais sages sont des rebelles, c'est l'histoire de la philosophie en BD. Hein. Donc, la démarche est un petit peu différente, en effet. Tu as aussi le Philosophie en famille. Donc là, c'est vraiment destiné un peu plus aux parents. Pour les Il va sortir en avril. Hein. Voilà. Alors, il n'est pas encore sorti, je tease. Donc, guider les parents dans leurs échanges avec leurs enfants sur des thèmes liés à la tradition philosophique. Et puis, tu as d'autres ouvrages là qui vont venir. Tu peux nous en parler aussi? Oui, alors, il y a effectivement encore quelques petits ouvrages qui vont sortir. Hein. Par exemple, là, dans quelques jours, hein, il y a ce petit album qui va sortir avec le Père Castor, hein, Le goût de la vie, hein, qui est superbement illustré par Annick Masson. J'allais dire, ça a l'air magnifique, les dessins. Ouais. Ben, je peux vous montrer quelques pages à l'intérieur, hein, juste pour, voilà. Parce que moi, je trouve les illustrations vraiment très belles. Très réussi. Ça joue un rôle aussi dans la démarche, parce que justement, ça fait appel au visuel. Est-ce que ça joue un rôle un peu? Ça aide les enfants à réfléchir les images? Ah ben moi, je pense que le côté esthétique nous influence beaucoup, que ce soit en philosophie pour enfants, mais même dans la vie en général. Hein, je pense que le beau a un rôle fondamental. Donc, bien sûr, en plus dans des albums pour les enfants, ça aide, ça influence en tout cas beaucoup, je pense, la lecture, l'interprétation des histoires. Et donc, ces petits albums qui aborde le thème de l'amour, de la mort, de la vie, du bonheur. Voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a 5 ans et qui se pose plein de questions. Dans ce premier tome avec sa maman. Hein, puis on verra par la suite, parce que l'idée, c'est d'en faire une collection qui d'ailleurs s'appellera Les Petites Lumières. On verra par la suite qu'il interagira avec d'autres personnages. Et donc, c'est un album qui est conçu vraiment pour les tout petits, hein, je dirais à partir de 3 ans, et puis jusqu'à 7-8. Mais au début, c'est un album vraiment à lire en famille avec les parents. Je vais l'acheter pour mon fils. Il a 4 ans. Ah ben, c'est parfait. Ouais. Voilà, c'est parfait. Et donc, c'est une histoire qui permet de prolonger après la réflexion avec son enfant. Cet autre livre, Revanche, alors, qui va sortir avec Hachette, toujours dans quelques jours, c'est sur mentir. Mentir, c'est quoi? Et il ne s'agit pas vraiment d'une histoire, même si moi j'ai essayé de quand même garder un fil rouge entre les personnages. Et c'est un livre qui, surtout sous forme de questionnement, permet d'aborder cette question. Donc, il y a différentes situations, et à partir de ces situations concrètes, on pose des questions pour définir déjà qu'est-ce qu'on entend par mentir, faire des distinctions conceptuelles. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que mentir et exagérer, c'est la même chose?
chose, mentir, inventer, mentir et blaguer, etc. Et puis pour problématiser aussi cette question. Donc là aussi, il va sortir avec Hachette dans quelques jours. Et les illustrations sont de Thierry Menès. Ça pourrait même convenir aux adultes quand ils préparent leurs ateliers, quoi. Quand tu proposes ces Oui, oui. distinctions, ça Alors, permet d'avoir à l'esprit tout des à choses fait. super Tout à intéressantes, fait. quoi. Je pense que c'est un livre à lire, bien sûr, avec les enfants, mais qui permet aussi de construire ce qu'on appelle un plan de discussion pour bien se préparer pour les animateurs d'ateliers philo, les éducateurs, les enseignants, etc. Bien C'est sûr. super. Puis alors aussi, je l'ai acheté parce que j'ai trouvé l'idée super. Donc, c'est des jeux de cartes, mon atelier philo. Puis tu en as un qui va paraître aussi plutôt sur l'écologie, c'est ça? Alors, c'est sur le développement durable, dont l'écologie, bien sûr, est un pilier fondamental. Et il va sortir aussi dans quelques jours. Donc, cette fois-ci, on s'adresse plutôt aux enfants à partir de 6 ans, tandis que le premier, c'était à partir de 4 ans. Mais l'idée est un peu la même. Donc, il y a 30 cartes illustrées. Cette fois-ci, il n'y a pas 5 thèmes, mais 3, les 3 piliers du développement durable, c'est-à-dire l'environnement, la société et culture-économie. Et donc, à partir d'une situation, d'un fait, par exemple, nombre d'arbres coupés par seconde dans le monde, on pose quelques questions pour faire réfléchir l'enfant sur ce fait et aussi une activité, un lien avec cette situation, avec ce fait, avec cette réflexion. Et J'aime donc là, il va beaucoup. sortir avec Mango. D'accord. Donc voilà, ça c'est le principe d'avoir une image Oui, qui parle donc d'un concept et puis à partir de cette image, derrière, tu proposes une liste de questions. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu montres aussi les habiletés de pensée oui, qui sont travaillées en fait dans ces questions. Donc encore une fois, c'est un guide pour les animateurs, pour les adultes, de aussi. comprendre en fait c'est quoi les rouages Oui, de la mécanique de l'esprit qui peut développer justement l'esprit critique. Donc, c'est vraiment super que tu démocratises ça, en fait, bien pour tout sûr, le monde. parce que là, on s'adresse aux familles, mais finalement, c'est des outils vraiment qu'on peut utiliser en atelier philo, que les animateurs peuvent utiliser, surtout que la dimension du collectif, justement, est très importante dans ces pratiques. Donc, même dans le livret pédagogique qui accompagne ces cartes, moi, j'invite toujours les parents à inviter des copains de leurs enfants pour garder cette dimension collective qui permet à l'enfant de se décentrer, de se confronter au point de vue de l'autre et voir que d'autres points de vue justement sont possibles, c'est qui fait la richesse de l'atelier philo. Donc, le fait qu'on ait différents points de vue dans ces discussions, ce n'est absolument pas un obstacle à la réflexion, mais au contraire, c'est ce qui rend la discussion féconde et riche. Alors, est-ce Donc, que voilà. justement, ça peut être un des critères qui différencie la philosophie à la maison de la philosophie à l'école? Oui, à C'est de moins savoir d'avoir qu'on une est dans dizaine un d'enfants. microcosme. Voilà, c'est ça. Voilà, mais sinon, bien sûr, on peut tout à fait discuter avec son propre enfant, fils unique ou fille unique, bien sûr, de façon philosophique, mais encore une fois, on perd un petit peu cette dimension collective qui est très importante. Donc, même si vous faites des ateliers à la maison, moi, j'invite les parents à le faire avec les copains des enfants. Un goûter philo. Et puis, pourquoi pas? Alors du coup, comment toi tu perçois le développement de la philosophie pour enfants de nos jours? Alors, moi, en tant que formatrice, surtout, j'ai énormément de demandes, donc je perçois qu'il y a de plus en plus de sensibilisation pour cette pratique, que ce soit de la part des parents, parce qu'ils souhaitent avoir un dialogue différent avec leurs enfants et ils souhaitent aussi avoir des outils pour, entre guillemets, répondre aux questions que les enfants, assez tôt, dès qu'ils commencent à parler, commencent à poser, et notamment la question de la mort, parce que c'est Oui, une je des confirme. premières questions qui surgit chez l'enfant. Donc, beaucoup de parents sont un petit peu désemparés face à cette question et cherchent des outils. Des parents ou de grands-parents, parce que je forme aussi beaucoup de grands-parents qui souhaitent organiser des ateliers philo avec leurs petits-enfants. Donc, il y a un énorme intérêt de la part des parents, mais aussi de la part
des enseignants qui de plus en plus souvent mettent en place ces ateliers philo dans leur classe, mais qui ne sont pas forcément formés. Et donc, ils essayent de trouver des outils qui puissent se révéler outils aussi au-delà de l'atelier philo. Parce que, comme déjà le suggérait Lippmann, la philosophie est une discipline qui est perméable aux autres disciplines. Et donc, elle devrait pouvoir être utilisée, l'approche philosophique devrait pouvoir être utilisée dans toute matière. Les sciences, les mathématiques, la biologie, l'histoire. Il faudrait s'interroger toujours sur les fondements de ce qu'on apprend. Et donc, utiliser la philosophie pour recréer ce lien que parfois on perd malheureusement entre les élèves en tant qu'êtres humains et c'est qu'ils apprennent pourquoi ils doivent étudier ça. Ce qu'on appelle la crise de l'éducation, finalement, c'est ça, c'est cette perte de sens et de lien entre nous en tant qu'êtres humains et c'est qu'ils nous imposent d'étudier à l'école. Donc, comme déjà invité à faire du oui, il faudrait recréer ce lien de sens. Et la philosophie, je pense, est vraiment un outil privilégié pour recréer ce lien de sens. Donc, voilà une des directions possibles que la philosophie pour les enfants, et pas que, pourrait prendre, créer des écoles philosophiques partout dans le monde, dès le plus jeune âge, pour qu'on puisse donner aux enfants les outils pour mieux apprendre, pour apprendre à apprendre en fait. Ça ferait partie de tes projets? Ça ferait partie de tes projets? Ben, moi, je sème comme je peux. Et puis, effectivement, j'ai formé aussi des enseignants qui ensuite, tout est en construction encore, mais effectivement, il y a des initiatives un peu partout de mise en place d'écoles aussi où on apprend différemment. Et la philosophie, souvent, est utilisée comme un outil fondamental en ce sens. Alors, au milieu de ce développement, est-ce que tu pointerais du doigt justement quelque chose, peut-être des problèmes que tu pourrais mettre en lumière dans le développement de la philosophie pour enfants, des écueils, des dangers, il faut de toute façon toujours un petit peu faire attention aux dérives, c'est-à-dire quand on démocratise une pratique, on forme beaucoup de personnes et puis peut-être que dans toutes ces milliers de personnes qui sont formées, pas tout le monde est entre guillemets apte à faire des ateliers philo. Pourquoi? Peut-être parce que il ne respecte pas ce que j'appelais les fondamentaux, donc la neutralité, la bienveillance, la sécurité, etc. Ou peut-être parce qu'il ne prépare pas assez, c'est-à-dire il pense qu'un atelier philo, ça s'improvise. Eh bien non, un atelier philo, en fait, il faut vraiment le préparer et il faut avoir une formation solide, surtout qu'on a une grande responsabilité vis-à-vis des enfants. On intervient vraiment dans le processus de constitution de l'enfant en tant que sujet pensant, en tant que sujet de réflexion. Et donc, voilà, on est vraiment, on a une grande responsabilité et il faut avoir les outils adaptés pour accompagner les enfants dans cette démarche. De façon assez générale, moi, je dirais, comme je disais tout à l'heure, toujours respecter les fondamentaux et puis toujours, effectivement, reconnaître ses limites aussi. C'est-à-dire que moi, quand je forme, j'ai souvent des questionnements autour de la différence entre un atelier philo et une consultation psychologique. Alors, on disait tout à l'heure, bien sûr, la dimension émotionnelle est prise en compte dans ce type d'atelier, mais moi, je dis toujours, il faut savoir distinguer un atelier philo d'une thérapie de groupe. On n'est pas dans une thérapie de groupe. Donc, tout ce qu'on fait en atelier philo, de mon point de vue, pourrait se faire à porte ouverte. Pour moi, c'est public. Et donc, bien sûr, surtout les petits, ils partent souvent des exemples de vécu, de leur vie personnelle. Mais moi, je dis toujours, il faudrait inviter les enfants à donner des exemples de façon générale, pas forcément tirés de leur vécu et de leur expérience
personnelles. Donc, ils peuvent les inventer ou ne pas forcément n'en parler comme si c'était vraiment leur expérience personnelle. Donc, toujours notre rôle, c'est d'amener les enfants à abstraire, généraliser, donc à réfléchir de façon universelle. Et voilà. Et là, quand effectivement on sent qu'une émotion est trop forte, que la situation parfois soulevée par l'enfant est trop grave, eh ben, il faut aussi reconnaître ses limites, surtout si on n'est pas l'enseignant. Donc, éventuellement, en parler avec l'enseignant et puis au psychologue de l'école, c'est-à-dire s'adresser aux personnes compétentes. Mais on ne va pas imposer au groupe une situation, une émotion qui est trop forte. Donc, on prend un moment en aparté avec l'enfant et puis voilà, on suit les démarches qu'il faut suivre. Mais on n'est pas là pour résoudre de façon collective des situations psychologiques compliquées. Voilà. On peut réfléchir sur les émotions, on les accueille bien sûr, mais on n'est pas là pour, entre guillemets, soigner un enfant ou quelqu'un qui aurait une pathologie psychologique. Cela dit, moi, je crois fortement aussi au pouvoir thérapeutique de la parole. C'est-à-dire que pour moi, une réflexion et un raisonnement philosophique, c'est-à-dire le fait de dissoudre des confusions conceptuelles, le fait de mettre des mots aussi sur les émotions ou sur des concepts, bien sûr que ça procure un bien-être aussi à l'enfant, parce que déjà, on peut identifier l'émotion ou la situation. Le fait de mettre des mots sur les choses aide à mieux penser, et mieux penser aide à mieux être. Pour moi, voilà, il n'y a pas de distinction. Mais quand on est dans une situation, entre guillemets, pathologique, voilà, il faut savoir où s'arrêter. Tu fais la nuance très clairement, puis c'est super intéressant ce que tu dis. Je trouve ça très pertinent et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui en atelier se retrouvent avec ces difficultés d'enfants qui se racontent et puis qui peuvent notamment raconter des situations un peu difficiles avec les copains qu'ils ont en face d'eux. Donc je pense que ça va énormément parler. Puis voilà, la philosophie comme outil pour nuancer, pour savoir, finalement, moi, je pensais que c'était ça, peut-être que c'était autre chose que je vivais, et de clarifier en fait la situation pour l'enfant. Je trouve ça super intéressant, tu l'expliques très, très bien. Donc, je pense que ça va être utile à beaucoup de personnes. Je te remercie. Si tu devais laisser un message à tous ceux et celles qui nous regardent, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je dirais de continuer toujours à penser par soi-même, mais avec les autres. C'est cette collectivité de pensée. Chiara, franchement, moi, je suis ressortie enrichie. Je sais que tu proposes des formations. Est-ce que tu les proposes qu'en présentiel ou tu fais de la visio aussi? Les deux. En fait, sur le site des Petites Lumières, il y a un onglet formation et vous pourrez y retrouver des dates, soit en présentiel à Paris ou ailleurs, ou soit en ligne. La prochaine d'ailleurs, c'est ce week-end. Je mettrai en lien de toute façon en bas de la vidéo le lien vers ton site Les Petites Lumières avec les formations et puis toute cette bibliographie qu'on a vue parce que tu produis énormément, c'est très riche. Puis cette année, ça va. Cette année, tu as explosé. J'ai énormément écrit les 2 dernières années. Donc voilà, là, j'ai cueilli un petit peu les résultats. Écoute, vraiment merci parce que tu apportes beaucoup de choses dans ce milieu. Tu fais partie des pionnières, en tout cas à mes yeux. Donc voilà, je te remercie énormément d'avoir partagé tout ça avec nous. Je pense que ça va aider beaucoup, beaucoup de personnes. Tu as vraiment une approche très, très intéressante, très complète aussi, je trouve. Donc voilà, moi, je ressors très enrichie et je pense que tu me verras un de tes week-ends. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos, de partager, de mettre un pouce et de commenter si tu as aimé la vidéo.